quand nous avons créé l'IRI ici, c'était à la demande du Centre Pompidou, à la demande plus exactement d'un président du Centre Pompidou qui s'appelle Bruno Racine, qui est maintenant le président de la Bibliothèque nationale de France, qui avait présidé mon conseil d'administration lorsque j'étais à l'IRCAM. Et quand j'étais à l'IRCAM, j'avais proposé aux gens de l'IRCAM d'utiliser toutes ces technologies extraordinaires qui ont été développées pour les compositeurs, d'en faire des technologies pour les amateurs. Et pour les amateurs au sens le plus large du terme, c'est-à-dire pour les gens qui écoutent de la musique tout simplement. Bruno Racine a beaucoup soutenu cette politique, il m'a aidé à convaincre le ministre de la Culture de l'époque, qui était Jean-Jacques Ayagon, et le ministre de l'Éducation nationale de donner de l'argent à l'IRCAM pour développer des choses comme cela. Et puis un jour, il m'a demandé de venir au Centre Pompidou pour développer ce genre de choses pour tout le Centre Pompidou, pas simplement un genre musical. Pour la musique, bien sûr, avec l'IRCAM, mais aussi pour le spectacle vivant, pour la peinture, pour tous les arts, la littérature, le cinéma. J'ai commencé par le cinéma. Nous avons développé ici, il y a 8 ans, un logiciel que vous pouvez trouver en ligne, qui est libre d'accès, c'est un logiciel libre, qui s'appelle Ligne de temps, donc, et qui est un logiciel que nous avons développé pour créer des ciné-clubs d'amateurs en ligne, à la façon dont Henri Langlois et les cahiers du cinéma les envisageaient il y a fort longtemps. Jean-Luc Godard, François Truffaut et quelques autres, tous ceux qui s'occupaient des cahiers du cinéma, au départ n'étaient pas des cinéastes. C'était des critiques de cinéma. Ils avaient sur le cinéma américain en particulier, et le cinéma français une partie, en particulier Jean Renoir et des gens comme ça, des idées très précises. Et ils passaient leur temps à la Cinémathèque de France. Il se trouve qu'un jour, le Nagra et la caméra 16 sont apparus sur le marché. Et ils se sont achetés ces matériels, Nagra, caméra, etc. Et ils ont fait des films d'un nouveau genre, c'est ce qu'on appelle la nouvelle vague. Ce sont des amateurs. Moi-même, à l'époque, pourquoi est-ce que je rêvais d'une caméra Beaulieu? C'est parce que je faisais partie de la Fédération française des ciné-clubs de France. Ah ça n'existe plus. Les ciné-clubs, il n'y en a plus. Et nous, quand nous avons créé l'IRI, nous nous sommes dit, le Centre Pompidou doit devenir l'organe de la réinvention des amateurs de cinéma. Et nous nous sommes dit, avec le numérique et le web, on peut annoter les films. Donc on a créé un système qui permet d'annoter des films. On a d'ailleurs fait venir les premiers membres des cahiers du cinéma, Jean-Louis Comolli et un certain nombre d'autres, Alain Bergala, etc. Avec eux, avec une dizaine de très très bons connaisseurs qui ont fait partie des cahiers du cinéma, on a essayé de reconstituer une critique cinématographique en ligne. Nous avons d'ailleurs un projet avec le CCAS pour développer des communautés de contribution d'amateurs. Nous avons avancé beaucoup sur ce genre de choses. Nous avons fait ça pour le Festival de l'Opéra d'Aix-en-Provence, nous avons fait ça pour le théâtre de Lyon. Nous travaillons pour toutes sortes de gens. Nous travaillons pour France Télévisions, nous avons fait des choses aussi pour France Culture, où nous mettons en place des systèmes qui permettent aux individus de partager leur point de vue. Et de partager leur point de vue, non pas simplement comme on peut trouver sur les journaux comme Mediapart, Rue 89, et maintenant tous les journaux quasiment, avec des gens qui donnent leur point de vue, et c'est souvent extrêmement pollué par toutes sortes de comportements bizarroïdes, et en plus c'est un peu informe. Nous travaillons sur des nouveaux modèles de réseaux sociaux, qui sont des communautés d'amateurs, où il y a, pour entrer dans la communauté, des protocoles qui sont partagés, et des processus de modération collective, à travers ce que nous appelons de la catégorisation contributive, et où des groupes se forment, et en particulier pour réactiver les polémiques et les controverses. Si vous regardez aujourd'hui une critique de film, mais aussi de technologie, ou de, je sais pas, par exemple un article sur l'avenir des nanotechnologies, un article sur telle molécule dans le monde de la pharmacie, ou un article sur tel film de Fincher qui vient de sortir, etc. Qu'est-ce que vous trouvez? C'est pas de la critique du tout. C'est du marketing plus ou moins rédactionnel. C'est-à-dire, ou bien j'érinte le truc, ou bien je l'encense, mais je ne vais jamais utiliser des arguments critiques parce qu'on considère aujourd'hui que le public est débile et comprend rien. Ce qui est archi faux. Le public comprend très très bien et il voudrait faire de la critique. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de critique.
dans les modèles classiques. Mais ce qui ressort et qui marche comme Wikipédia, c'est des choses qui cherchent à reconstruire de la critique. Donc nous essayons de développer ce que nous appelons des espaces critiques et des outils contributifs pour développer de la critique. Et par exemple, nous avons des programmes avec France Télévisions ou d'autres pour faire de la lecture contributive. Imaginez que 1000 personnes lisent le même roman. C'est très intéressant qu'elles puissent partager leurs notes. Pour ça, il faut développer des outils de partage. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors là, nous sommes en train de le faire en réalité pour des astrophysiciens et des historiens, parce que nous sommes en train de développer ça en ce moment pour les doctorants, pour les étudiants de master, etc. Parce que nous pensons que ça devrait devenir finalement des outils de base des instruments de recherche. Mais c'est aussi des outils de base pour les amateurs en général. Et donc, nous pensons qu'il est possible dans le champ culturel en particulier, de reconstituer, non pas une consommation culturelle, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens sont des consommateurs. J'ai été très frappé quand j'ai créé l'Institut il y a 9 ans ici, de lire une étude du musée du Louvre qui disait qu'en moyenne, les gens passaient 42 secondes devant les tableaux du Louvre. Donc vous avez une espèce d'incompatibilité entre, d'un côté, le temps des œuvres, qui est un temps de la contemplation, de la fréquentation, de l'intermittence, et de l'autre côté, le camp du consumérisme, qui est que 42 secondes par tableau, parce qu'il faut faire du chiffre. Il faut faire tant d'entrées par jour. Et ça, c'est pas possible. Donc nous avons développé, pour le Centre Pompidou, des travaux pour essayer de faire que les gens reprennent du temps et reconstruisent des publics d'amateurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Centre Pompidou, vous savez que ça a été un très grand succès. Tout le monde promettait l'échec garanti. Et ce qui a fait marcher le Centre Pompidou, c'est les amateurs. Parce que ceux qui ont créé le Centre Pompidou, et vous savez que c'était des gaullistes, amis avec les communistes, enfin amis plus ou moins, mais disons qu'ils se respectaient, ils avaient fait la guerre ensemble, et ils ont utilisé les comités d'entreprise et les correspondants du Centre Pompidou, les méthodes qui étaient utilisées par ce qu'on appelle l'éducation populaire. Et moi j'ai travaillé avec le Centre Pompidou à cette époque-là, ça existait encore. Il y avait des correspondants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans toutes les villes de France, vous aviez des gens qui étaient des correspondants du Centre Pompidou. Et quand on faisait une nouvelle expo au Centre Pompidou, les correspondants venaient, donnaient leur avis, pouvaient emmerder le commissaire. Et les commissaires râlaient. Mais en même temps, ça crée une espèce de dynamique, de vraie dynamique d'éducation populaire. Et aujourd'hui, ça, le numérique, ça permet de le faire à la puissance 10. Il y a aujourd'hui à réinventer l'éducation populaire, mais avec ces technologies. Ça, c'est pas facile. Parce que quand vous allez voir les professionnels de la profession qui s'appelle l'éducation populaire, ouh là là, moi ces technologies-là, je connais pas, ils ne veulent pas être mis en question. Personne ne veut être mis en question. Mais il faut se remettre en question.